Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance française qui a créé la surprise. Et oui, c'est vrai que tous les indicateurs avancés annonçaient une croissance autour des zéros, voire même une baisse du PIB au deuxième trimestre 2023. Et finalement, l'INSEE a annoncé, tenez-vous bien, une croissance du PIB de 0,5%. Hors inflation, je précise, lorsqu'on parle des chiffres de la croissance, généralement c'est évidemment hors inflation. Alors, pour tout vous dire, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu un coup de baguette magique aussi puissant, mais plus c'est gros, plus ça passe, parce que finalement, personne n'a osé remettre en cause ce chiffre. Vous savez qu'on nous dit, bah voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, croissance forte, c'est magique, c'est formidable, c'est même un des niveaux les plus élevés de la zone euro, on verra ça tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est réel tout ça, ou est-ce que c'est artificiel, superficiel? Vous avez compris malheureusement, ben oui, c'est complètement artificiel. On va expliquer pourquoi c'est important justement de comprendre encore une fois, ce qu'on veut, c'est avoir la réalité économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit problème. D'un côté, on voit une situation économique nationale qui est très compliquée et on voit un PIB français qui a annoncé en très forte hausse. Que s'est-il passé? On va regarder ça avec bien sûr des graphiques réalisés sans trucage et tous les chiffres viennent aussi de l'INSEE. C'est important pour bien comprendre ce qui est en train de nous arriver. Alors voilà donc ces chiffres-là. Donc là, on voit l'évolution du PIB français. Donc les petits bâtonnets bleus, c'est la variation donc trimestrielle et la courbe rouge, c'est le glissement annuel. Ça veut dire le deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022. Alors que s'est-il passé? On voit qu'on a une croissance très très faible depuis déjà plusieurs trimestres et là, 0,5%, bon, c'est pas non plus le nirvana, mais c'est quand même une croissance assez forte. Vous voyez, c'est la meilleure performance depuis le troisième trimestre 2021. Et donc, le glissement annuel s'est maintenu autour des 0,9%. Et c'est vrai que c'est très surprenant parce que les indicateurs avancés, notamment les indicateurs des directeurs d'achat, qu'on avait expliqué notamment la semaine dernière, montraient une baisse du PIB. Vous voyez, c'est la courbe rouge ici. Donc, c'est l'indicateur composite, tous secteurs d'activité confondus. Donc, on était sous la barre des 50. Donc, la courbe rouge annonçait une baisse de la courbe bleue, c'est-à-dire du glissement annuel du PIB, et même de la variation trimestrielle, et ça ne s'est pas du tout produit. Au contraire, on est resté sur une croissance, encore une fois, pas énorme, mais néanmoins qui est globalement assez positive et surtout assez surprenante. Alors, pourquoi on est arrivé si loin à ce chiffre? Alors, pour comprendre, il faut savoir comment on obtient cette croissance du PIB. C'est quoi la croissance? Donc, c'est la variation du PIB. Le PIB, c'est quoi? C'est la richesse qu'on crée en France. Donc, c'est également la somme des demandes. C'est-à-dire toutes les demandes qu'on associe finalement, qui vont permettre de faire l'ensemble du PIB, l'ensemble de la richesse qu'on a créée dans le pays. Donc, en fait, l'ensemble des demandes, c'est quoi? Vous avez d'abord la consommation des ménages. Donc, consommation F, c'est-à-dire consommation finale. Après, vous avez la consommation publique de l'État. Je ne rentre pas dans le détail. Après, on a ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe. Pour faire simple, c'est l'investissement des entreprises et l'investissement logement des ménages. Après, on a les variations de stock. Ça veut dire ce qu'on a produit mais qu'on n'a pas encore vendu. Et puis, bien sûr, les exportations. Ça veut dire ce qu'on a produit ici mais qu'on a vendu à l'étranger. Donc, vous voyez, ça sort du pays. C'est pas donc intérieur. Et ensuite, on enlève les importations. Parce que les importations, c'est ce qu'on a consommé ici mais qu'on n'a pas produit en France. Donc, c'est pourquoi ça sort effectivement du PIB. Donc, voilà l'évolution, le calcul finalement du PIB. Encore une fois, toujours à prix constant, parce que des fois on me dit oui, mais il y a l'inflation. Non, c'est vraiment hors inflation, justement. C'est là où il y a un petit problème, parce que si à la guerre il y avait de l'inflation, comme il y a une forte inflation, on pourrait comprendre cette hausse du PIB. Mais là, évidemment, on n'arrive pas à la comprendre. Donc, quelles sont les évolutions du deuxième trimestre en France pour tous ces postes de la demande? D'abord, on a eu la consommation des ménages, moins 0,4%, elle a baissé, ça on s'y attendait. La consommation publique stable, autour des 0%. L'investissement, 0,1% de hausse, notamment grâce à l'investissement des entreprises. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis parallèlement, la variation de stock, donc ça a enlevé 0,1 point de croissance. Et surtout, voilà l'élément assez incroyable, ce sont les exportations qui ont augmenté de 2,6%. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas d'où vient ce chiffre, ça c'est incroyable. Une augmentation aussi forte sur un trimestre, vous allez le voir, c'est quasiment du jamais vu. Et ensuite les importations ont augmenté de 0,4, donc ça enlève un petit peu à la croissance. Alors ce qui veut dire que si on regarde maintenant dans le détail, parce que j'ai regardé quand même, il faut savoir, est-ce que c'est normal cette hausse de 2,6% des exportations? Tenez-vous bien. Depuis 2001, chiffre de l'INSEE, donc depuis 90 trimestres, la variation trimestrielle des exportations n'a jamais dépassé les 2,6%, sauf à 4 reprises. Hors période Covid, évidemment, parce que là, il y avait des évolutions un petit peu anormales. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une augmentation assez incroyable, une augmentation trimestrielle qui
est plutôt bizarre. Alors à quoi est due effectivement cette hausse de 2,6% des exportations, là aussi assez incroyable, à une explosion trimestrielle des exportations de matériel de transport, plus 11,2%. Donc c'est notamment un paquebot, a priori on a vendu un paquebot, coucou à nos amis des chantiers de Saint-Nazaire qui font évidemment du super boulot, et puis bien sûr certainement des Airbus, alors on parle d'armes, etc., mais c'est encore flou, on n'a pas le détail absolu, on sait juste que ce sont des matériels de transport, et notamment ce fameux paquebot, et des avions, certainement des Airbus, donc qui ont contribué à augmenter ces exportations, 11,2%. Donc j'ai donc vérifié, est-ce que c'est une hausse normale, ces 11,2%? Eh bien là aussi, depuis 1995, ça veut dire sur 104 trimestres, on n'a eu que 2 fois une augmentation supérieure à 11,2%. C'était donc, vous voyez, j'ai les chiffres, au premier trimestre 96, 11,3%, quasiment la même augmentation, et au premier trimestre 2001, 11,9%. Alors j'enlève évidemment le troisième trimestre 2020, parce que là, comme on n'avait pas évidemment du tout exporté pendant le deuxième trimestre à cause de la pandémie, après ça a flambé au troisième trimestre 2020, mais regardez bien, cette augmentation, c'est tout simplement du jamais vu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, on va vous dire, oui, mais vous enlevez les exportations, c'est pas normal. On ne les enlève pas, c'est juste pour montrer que cette augmentation est anormale. Pourquoi effectivement et comment a-t-on valorisé ce paquebot, ces avions, etc., voire ces armes? Et c'est ça qui ne colle pas. Et donc justement, si on regarde maintenant, on retravaille le PIB en regardant qui a contribué à cette croissance. Ce qu'on appelle les contributions de chaque poste de la demande à la variation du PIB. Donc la consommation finale, elle a enlevé 0,2 points à la croissance. L'investissement, il n'a pas rapporté grand-chose. Variation de stock, moins 0,1. Et donc les exportations, à elles seules, ont contribué pour 0,9 points. C'est-à-dire sur 0,5% de croissance, il y a 0,9 points qui vient des exportations. Ben oui, vous avez compris que si on enlève ces 0,9 points, ben là on tombe sur une baisse du PIB de 0,4 points. Si maintenant on rajoute évidemment les importations, parce qu'elles aussi elles sont quand même le commerce extérieur, ça veut dire que, et c'est là qu'on va tout comprendre, la demande intérieure, donc c'est-à-dire le PIB hors commerce extérieur, a finalement baissé de 0,2% au deuxième trimestre 2023. C'est là que le bas blesse, ou du moins c'est là où on comprend tout, parce que c'est là qu'on peut expliquer ce décalage entre cette hausse du PIB un petit peu artificielle et la réalité de l'économie française interne, intérieure, où là on est plutôt effectivement à 0,2% de baisse. Et attention, ce n'est pas le premier trimestre de baisse, ça fait déjà 3 trimestres consécutifs que la demande intérieure baisse. Et là, on va comprendre encore une fois ces évolutions un petit peu anormales. Donc, les bâtonnets bleus, ce sont donc c'est la croissance globale, et en rouge, c'est la demande intérieure. Donc, c'est vrai que depuis 3 trimestres, on a une augmentation de 0,1% de croissance à chaque fois. Alors, notamment à l'époque, c'était parce que les importations baissaient. Vous voyez, c'était notre artifice comptable, je l'avais déjà expliqué à l'époque. Donc, quand les importations baissent, ça contribue positivement à la croissance. Mais quand on regarde la demande intérieure, donc hors commerce extérieur, regardez bien, moins 0,5% de baisse au quatrième trimestre 2022, moins 0,4% au premier trimestre, et donc moins 0,2% au deuxième trimestre 2023. Donc ça fait 3 trimestres consécutifs de baisse de la demande intérieure, donc de récession. Ça veut dire que pour nous, effectivement, sur le territoire national, en interne, hors commerce extérieur, nous sommes effectivement sur une situation de récession. Après, comment l'INSEE comptabilise le commerce extérieur, évidemment, c'est des calculs un petit peu complexes. Donc là aussi, c'est sujet à caution, bien entendu, il y a souvent des révisions qui sont effectuées. Donc tout ça pour dire que c'est tout à fait anormal. Et d'ailleurs, vous voyez, cette baisse de 3 trimestres consécutifs de la demande intérieure, c'est extrêmement rare. Je vous ai fait un graphique sur longue période. On ne voit ces baisses de la demande intérieure pendant 3 trimestres que lors des phases de récession. La dernière fois qu'on a vu ça, donc là on retrouve ces baisses de la demande intérieure, c'était pendant la récession de 2020 et pendant la récession de 2009. Donc ça veut bien dire que normalement, quand on a une baisse de la demande intérieure, il y a une récession globale, mais là il y a un artifice comptable lié aux exportations. Bon bref, on ne va pas chipoter, mais toujours est-il que voilà pourquoi on a ce décalage entre la croissance globale et la demande intérieure. Donc voilà pourquoi ces chiffres, effectivement, sont à prendre avec des pincettes, à relativiser. Il ne faut pas s'enorgueillir comme le fait le gouvernement, évidemment, ce n'est pas très bien, sachant que les indicateurs avancés de l'activité sont très mauvais. Et parallèlement, si on regarde la demande intérieure, notamment la consommation des ménages, c'est toujours également très mauvais. Regardez bien, c'est la variation de la consommation des ménages depuis 2019, donc avant le corona. Donc là, évidemment, le corona, la première pandémie, premier confinement, ça s'est effondré. Après, les aides, etc., ça a redémarré. Et regardez bien aujourd'hui, la consommation des ménages, le niveau de la consommation des ménages en biens et services en France est encore 0,7% inférieur au niveau du 3e trimestre 2019.
Donc notre consommation à nous, les Français, en interne, effectivement, est toujours inférieure à celle de 2019. C'est ça la réalité française. Et c'est encore plus grave pour les mois à venir, puisque les indicateurs avancés, notamment de l'INSEE, encore une fois, sur les perspectives d'achat des ménages, hein, c'est la courbe rouge ici, montre que le glissement annuel de la consommation, la courbe verte, va continuer de baisser. On pourrait avoir moins 4, moins 6% de baisse de la consommation des ménages. Voilà la réalité française aujourd'hui. Idem, et c'est même encore plus grave, sur l'investissement, logement des ménages. Là aussi, effectivement, le secteur est tout à fait sinistré. On en a parlé dernièrement, mais regardez bien, là on retrouve le même graphique, mais pour donc l'investissement, logement des ménages. Toujours chiffre INSEE, hors inflation, il n'y a pas de trucage. On voit bien donc, évidemment, la pandémie, ça s'effondre, après ça remonte, hein, le quoi qu'il en coûte, on aide, etc. Tout va bien, mais regardez, ça repart à la baisse. C'est-à-dire que depuis 2021, on a une baisse de 6,2% de l'investissement logement des ménages. Et aujourd'hui, nous sommes encore, regardez bien, 2,1% en deçà du niveau du troisième trimestre 2019. Voilà la réalité économique française aujourd'hui. Donc je ne dis pas ça pour faire peur ou pour faire de la peine, simplement pour qu'on arrête, encore une fois, de faire du marketing et qu'on dise la vérité. On ne peut pas dire l'économie française va bien alors que les Français au quotidien, notamment sur la consommation, sur l'investissement de logement, souffrent. Voilà pourquoi effectivement on se doit de dire cette vérité et surtout les indicateurs avancés de la croissance française, donc que ce soit les enquêtes INSEE ou les indicateurs des directeurs d'achat. On aura la confirmation des chiffres du mois de juillet, donc dans quelques jours, on en reparlera la semaine prochaine. Et regardez bien que ce soit dans l'industrie, vous voyez l'effondrement de l'activité industrielle, c'est la courbe rouge ici. Dans les services, on est sous la barre des 50 également. Ça, c'est le PIB, la courbe bleue. Vous voyez, on pourrait atteindre des niveaux de moins 2, voire moins 4% de baisse, donc du glissement annuel du PIB français. Voilà ce qui va nous arriver. Encore une fois, c'est pas, j'entends des économistes qui disent oui, les prophètes de malheur, etc. Mais attendez, c'est pas sérieux. Il y a quand même trop d'économistes qui cirent les pompes du gouvernement. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour, évidemment, casser le gouvernement de façon gratuite. On est là pour dire la vérité, pour dire la réalité économique française. Mais ceux qui cirent les pompes, là, ça commence à bien faire. Taisez-vous, messieurs. Vous n'avez pas arrêté de faire des erreurs de prévision depuis des années. Et aujourd'hui, ah ben non, vous avez dit qu'il n'y avait pas à y avoir de récession. Non, soyons sympas. Il faut aujourd'hui être honnête, dire la vérité de l'économie française. Alors, dans le même temps, c'est vrai qu'on a eu une baisse de l'inflation. Là aussi, on dit, ah ouais, formidable, mais attention, c'est encore une baisse de l'inflation, pas une baisse des prix. Donc là, c'est les chiffres qui viennent de sortir également sur le mois de juillet. C'est la première estimation. Donc c'est vrai que le glissement annuel est tombé à 4,3%. Donc ça veut dire que la variation annuelle des prix du mois de juillet 2023 par rapport à juillet 2022, vous voyez, ça recule un petit peu, mais ce n'est pas une baisse des prix. C'est une baisse du glissement annuel. Ça veut dire que ça continue d'augmenter, mais un peu moins vite. Par contre, si vous regardez l'alimentation, c'est toujours 12,6% d'augmentation. Et là, quand on entend les distributeurs nous dire qu'il n'y aura pas de baisse des prix de l'alimentation, c'est pas sérieux. Parce que quand effectivement il y avait une augmentation des prix des matières premières, là on répercutait à la hausse. Et maintenant qu'il y a une baisse des cours des matières premières, on ne répercute pas à la baisse. Non, franchement, il y a un vrai problème. Alors, d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les prix qui baissent le plus, c'est bien sûr l'énergie, moins 3,8% en glissement annuel. Et si on regarde aux normes Eurostat, européennes, on est encore à 5% d'inflation. Alors, autre chiffre qui est sorti vendredi dernier en France, ce sont les prix à la production. Et là aussi, c'est assez intéressant de voir que les prix à la production, c'est la courbe bleue, sont en train effectivement de s'effondrer. On le voit ici, le glissement annuel est tombé à 0,9%, un plus bas depuis janvier 2021. Vous vous souvenez, c'est ça qui m'avait permis de dire très vite que l'inflation allait augmenter, alors que tout le monde disait mais non, elle n'augmentera jamais. Donc c'est l'augmentation de la courbe bleue. Maintenant que la courbe bleue baisse, donc la courbe rouge, l'inflation, effectivement, devrait baisser. On devrait avoir 3,5% d'inflation d'ici la fin de l'année. Je dis bien, on devrait. Parce que le problème, c'est que comme on l'a bien compris, malheureusement, autant pour répercuter à la hausse, c'était très facile, autant pour répercuter à la baisse, c'est plus compliqué. Et parallèlement, beaucoup, on va dire, de distributeurs, notamment d'énergie ou autres, ou de gaz ou d'électricité, qui ont acheté cette énergie très chère, ne veulent pas la vendre au prix actuel. Donc ils la vendent au prix auquel ils l'ont achetée. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore de baisse complète, effectivement, des prix. On va également sur les prix à la pompe, qui restent encore très, très élevés, malgré finalement le fait que les prix internationaux ont quand même baissé. Donc, tout ça pour dire qu'attention, c'est vrai que la courbe bleue marche très, très bien également à la hausse, mais attention à la baisse, on risque d'avoir des mauvaises surprises. L'inflation va rester élevée, sauf que donc, évidemment, elle va alimenter la récession qui arrivera
inévitablement, d'autant qu'en plus de cela, les taux d'intérêt restent très élevés. Vous l'avez vu la semaine dernière, sans surprise, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux d'intérêt, donc le taux REFI est maintenant à 4,25%, donc un plus haut, vous voyez, depuis 2008, donc avant effectivement la crise de Lehman Brothers, l'effondrement et la récession, et si on veut retrouver plus haut, il faut monter à 2001. Donc on se rend bien compte que là, attention, les taux d'intérêt sont très élevés, donc quand on me dit oui, mais tout va bien, les taux d'intérêt vont baisser et puis l'immobilier va repartir, non, attendez, les taux d'intérêt continuent d'augmenter, et même sur le taux d'intérêt à 10 ans, c'est la courbe rouge, au moment où je vous parle, on est à 3,10%, 3,1% de taux d'intérêt, ça continue d'augmenter. Donc on a la double peine, taux d'intérêt monétaire très élevé, taux d'intérêt obligataire très élevé, donc sur nos crédits, évidemment, ils vont rester très chers. Donc ce qui va ralentir encore une fois, va même faire baisser et la consommation et aussi l'investissement des ménages, mais également malheureusement des entreprises. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, il ne faut pas encore une fois s'enorgueillir bêtement en disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, on a une situation qui est difficile et qui va être compliquée à la rentrée. Quand certains disent non, à la rentrée, tout va bien se passer, il n'y aura pas de problèmes sociaux, c'est nickel. Encore une fois, pourquoi cette déconnexion entre, on va dire, la réalité économique et puis les têtes bien pensantes? Non, ce n'est pas sérieux. Encore une fois, il faut regarder la réalité en face. Alors, on va terminer avec la zone euro, parce que également les chiffres viennent de sortir ce matin. Et c'est vrai que grâce à la France, finalement, eh bien, la zone euro aussi a connu une petite croissance, 0,3% de hausse donc, sur un trimestre. Mais attention, regardez le glissement annuel, on est seulement à 0,6%, donc un plus bas depuis le premier trimestre 2021. Donc la tendance, évidemment, est bien baissière. Si on regarde dans le détail pays par pays, pour l'instant, ceux qui ont publié des chiffres, parce que tout le monde n'a pas publié des chiffres sur le deuxième trimestre 2023, pour l'instant, la lanterne rouge, c'est l'Autriche, moins 0,4%, Italie, moins 0,3%, Allemagne et Portugal 0, Belgique 0,2, donc zone euro en moyenne c'est 0,3, Espagne 0,4, la France 0,5, on a expliqué pourquoi que c'était un petit peu artificiel, et puis alors bon, évidemment l'Irlande plus 3,3, comme ça avait baissé le trimestre précédent, évidemment c'est tous des problèmes, comme vous le savez, d'ajustements fiscaux et autres, donc ça ne compte pas, mais là aussi si on enlève l'Irlande, on voit que le PIB de la zone euro il n'a pas autant augmenté, et donc que lorsqu'on regarde maintenant les glissements annuels donc, du PIB des pays de la zone euro qui ont publié leurs chiffres, le classement est un peu différent. On a toujours l'Autriche dernière, donc moins 0,3%. Encore une fois, donc, en glissement annuel, c'est-à-dire le niveau du deuxième trimestre 2023 par rapport au niveau du deuxième trimestre 2022. L'Allemagne, moins 0,1, donc toujours dans une récession en glissement annuel. Ensuite, l'Italie, 0,6 avec donc, la zone euro également 0,6. La Belgique, la France, ex aequo. L'Espagne va un peu mieux, 1,8. Le Portugal, 2,3. Et donc, évidemment, l'Irlande à 2,8. Ce sont les glissements annuels. Mais, comme vous le savez, c'est le passé, j'ai envie de dire. Les indicateurs avancés, les directeurs d'achat qu'on a vu la semaine dernière sont très mauvais. Ils annoncent une très forte baisse du PIB. Et également, si on prend les chiffres d'Eurostat, harmonisés par la Commission européenne, on voit bien que ce qu'on appelle l'indicateur de sentiment économique, la courbe bleue ici, ça a encore baissé au mois de juillet. Donc là, c'est le PIB, la courbe rouge, qu'on pourrait avoir moins 2, voire moins 3 de baisse en glissement annuel du PIB de la zone euro. Donc, on a une situation qui, effectivement, reste compliquée aujourd'hui pour la zone euro et pour la France. Donc, attention, il faut rester extrêmement prudent. Alors, pour terminer, à la demande générale, j'ai envie de dire, on va lancer une petite nouveauté, c'est que dorénavant, on dit souvent, mais vous ne donnez pas assez de bonnes nouvelles. Donc dorénavant, je terminerai toujours mes vidéos par une bonne nouvelle. Et donc justement, la bonne nouvelle, on est en train de le vivre en ce moment, c'est l'évolution du CAC 40. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte, le CAC 40 continue d'augmenter. Regardez, c'est assez incroyable. Donc ce matin, du 31 juillet, on est monté à 7515, c'est quasiment le sommet historique donc, du 21 avril à 7577. Bon, pourquoi évidemment un tel décalage? Parce que 80% des profits d'entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger, donc ça ne veut pas dire, ça ne traduit pas ce qui se passe évidemment en France. Donc c'est ce qui fait qu'on a quand même cette bonne nouvelle. Il faut quand même rester prudent, mais comme j'ai promis de terminer sur une bonne nouvelle, la voici. Encore une fois, il faut aujourd'hui regarder la réalité en face, l'économie en farce aussi, parce que malheureusement, des fois, on veut nous faire une farce. Vous voyez, c'est pas calculé, mais je le dis quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut regarder donc justement cette réalité, réagir en conséquence et arrêter de faire du déni de réalité, comme le font nos dirigeants. Si la situation est difficile, ça peut se comprendre. Il faut justement réagir en conséquence, ce qu'on malheureusement ne fait pas, et ce n'est pas en faisant du marketing qu'on réussira à sauver la France, parce qu'elle le mérite, malgré ce qu'on entend ici ou là. Nous avons un pays qui est formidable, il faut absolument tout faire pour le sauver, et c'est vrai que malheureusement, on n'en fait pas assez depuis trop d'années. Alors, gardons quand même malgré tout l'espoir, portez-vous bien, passez un bel été, merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, c'est formidable, continuez comme ça, et on se retrouve donc très vite pour justement voir un petit peu comment va évoluer l'économie française, mondiale pendant cet été. Merci beaucoup, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.